Souvent le schéma Prendre tous les classique risques. d'ailleurs. Bon, on commence. Bon, je pense, hein. Allez. Ok. Allez, c'est parti. Ok, bonjour à tous. Alors, je commence par me présenter. Alexandre Seur, je travaille pour la Splunk T-Shirt Company. Et je profite d'avoir mon ami de Splunk qui va également se présenter et qui va pouvoir m'aider aujourd'hui pour mon petit use case. C'est ça, donc Pierrick Planchon, mais il m'appellera Michel dans le scénario pour qu'on fasse le lien. Impeccable. Donc ouais, mon idée, c'était qu'aujourd'hui, là, je sais pas si tu sais, c'est la Cyber Week, on sort du Black Friday. Ouais, moi ça va. Et j'ai un petit problème avec mon service de paiement qui est un peu en panne. Donc je voulais en profiter pour mettre la nouvelle version à jour et que tu puisses m'aider s'il y a un problème. Ouais, bah là en live, on fait une petite mise en prod, ça devrait le faire. Ouais, bon, ok, parfait. Alors, Ne faites pas ça chez vous. voilà, Ok, donc tu es sur le dashboard Splunk, très bien. ouais, donc j'ai quand même un dashboard pour suivre un peu en temps réel ce qui se passe. Bon, Ouais. normalement, j'ai vérifié, ça devrait bien se passer, mais bon, Bon, je te fais confiance, ça devrait le faire. on sait jamais. Petite requête, ok, c'est bon. C'est bon, j'y vais. Hein. Ouais, vas-y, lance. De toute façon, Ouais, donc je pense que. bon, c'est pas mal là, déjà, tu as toutes tes petites métriques, je vois que tu as mis tout ça, c'est bien là. Tu dois être content avec ton petit dashboard, tu as tous tes trucs là. Ouais. Ah, c'est bon, là, tu vois, tu l'as déployé, c'est bien. Voilà. C'est pas mal ça, déjà. Bon, bah, je pense qu'on peut aller prendre. Ah, Oh, oula. il se passe quoi là? Oh, Splunk. Ouais. Payer assez cher, Non, là. t'inquiète, c'est bon, ça vient. Bah, l'avantage, c'est que tu le sais. Oui, ça me fait une belle jambe, ouais. Bah, ok. Bah, normalement, faut voir avec les gars de ton équipe. Hein. Je sais pas ce qui s'est passé, mais après, de toute façon, là, c'est bon. Hein. T'es revenu en conditions normales. Hein. Vu que tu utilises du Splunk, et puis si tu veux savoir d'où ça vient, bah, check tes logs. Hein. C'est sur ton dashboard, hein. C'est toi qui l'as mis. Hein. Ah, c'est vrai que ça peut aider, ouais. Alors, attends. Une bonne idée, ça, non? Ah ouais, générant. Ah ouais, en fait, j'avais plus de mémoire. C'est vrai que j'ai oublié. Ok, bon bah faut que je retaffe ça du coup. Parce que là, c'était Bon, pas après, terrible. l'avantage, c'est que bon, en 25 secondes, c'était réglé, quoi. Tu vois, t'as fait de la merde, et en 20 secondes, on t'a remis ton truc en conditions opérationnelles. C'est déjà pas mal, non? C'est pas mal, je l'avoue. Dis Bon, que t'es ok. content. Je suis content. Ah, c'est bien, Je suis content, monsieur Splunk. c'est bien. Ok, bon bah on peut passer sur notre presse, du coup je ferai ça plus tard. Ok, ouais. Donc, au cas où vous faites des mises en prod le vendredi soir, vous inquiétez pas, vous pouvez revenir en conditions opérationnelles assez rapidement. C'est un scénario qui arrive beaucoup trop souvent, malheureusement. Tiré de faits réels. On a changé les noms pour pas qu'ils se reconnaissent. Mais évidemment, ne faites pas ça chez vous et ne le faites pas de cette façon. Ok, bah tiens, tu vas nous présenter un petit peu ton Splunk là, parce que tu parles beaucoup, donc C'est vrai. tu vas continuer. Bon, alors aujourd'hui, vous connaissez peut-être Splunk pour la partie log, sécurité. Nous, on va parler d'observabilité. C'est pour ça qu'on est là. Donc, vous avez la plateforme historique de Splunk et vous avez toute la partie observabilité qui existe depuis maintenant 2019. Hein, ça a été créé avec le rachat d'une société dont je faisais partie qui s'appelait SignalFX, avec tous les avantages que ça comporte. Et donc, ça fait partie maintenant intégrante du portfolio Splunk. Et c'est une plateforme unique qui permet de faire tous les use cases que vous connaissiez avant, plus la partie observabilité. Nickel. Nickel. Alors j'ai quand même quelques problématiques, on va dire, avec mon application, et surtout dans cette semaine. C'est on va avoir énormément de commandes, énormément de choses qui vont se passer. Et parfois, bah, en fait, il y a quelques commandes qui se passent mal, et ces gens-là, ils vont aller poster sur Twitter ou sur X, je ne sais plus comment on l'appelle. Le problème, c'est que je vais avoir des millions et des millions de requêtes. Est-ce que je suis sûr que Splunk va pouvoir me les détecter dans ce flot, dans cette masse? Est-ce que je vais pouvoir quand même le voir avec tout ça ou pas? Ouais, absolument. On a ce qu'on appelle la partie full fidelity. Alors full stack peut vouloir dire autre chose, mais nous on va parler de full fidelity dans le sens où vous n'avez pas de mécanique d'échantillonnage. C'est important parce que lorsque vous avez une volumétrie de données, vous pouvez avoir un moment où votre collègue de données, pour protéger soit votre architecture, soit le système, va définir une règle
Donc à partir d'un certain volume, on va dire, là on va commencer à faire des mécaniques d'échantillonnage, et donc vous allez potentiellement rater des éléments. Alors ça peut être, en général dans les règles d'échantillonnage, on va dire on garde tout ce qui est en erreur. La problématique avec ça, c'est que vous ratez tous les signaux faibles qui sont précurseurs d'une problématique plus importante. Donc vous voyez les lenteurs, les mécaniques de retry que vous avez sur des requêtes qui vont déboucher sur une queue qui va exploser et donc à la fin un crash. Si vous prenez que l'erreur à la fin, c'est-à-dire le crash, vous avez potentiellement déjà perdu du temps puisque potentiellement 2 heures avant, vous aviez déjà des mécaniques qui vous indiquaient que vous alliez avoir un problème. Donc ce qu'on fait, c'est que on garantit le fait qu'il n'y a pas d'échantillonnage. On en parlera tout à l'heure, mais on se base sur OpenTelemetry pour récupérer nos données. Et l'avantage, c'est que vous pouvez voir directement dans la configuration de votre OpenTelemetry qu'il y a un paramètre que vous pouvez utiliser pour faire de l'échantillonnage. Et nous, quand on le déploie, ce paramètre, il est simplement désactivé. Donc on garantit en fait l'envoi. Pour toutes tes commandes, tu pourras voir à la fois les signaux faibles et l'ensemble des transactions qui passeront sans aucun jet d'échantillonnage. Ça me va bien, c'est plutôt sympa ça. Et donc du coup, ouais, la partie temps réel, je pense qu'on l'a vu malheureusement. Malheureusement, on a vu comment est-ce que le temps réel pouvait te sauver les miches. Parce que là, clairement, c'était... le dire, hein, Michel. Exactement. Donc le temps réel. Pourquoi est-ce qu'on met temps réel? C'est important, c'est une distinction qu'on va faire aussi sur le marché, puisque tout le monde fait du temps réel. Et donc on va définir ce qu'est le temps réel à chaque fois qu'on présente. Nous, le temps réel, c'est la restitution des données avec une résolution de 1 seconde. C'est ce que vous avez vu sur le dashboard. Toutes les secondes, vous avez des métriques qui arrivent. C'est important de faire cette distinction parce que souvent, on va parler de temps réel à l'ingestion. Sauf que quand vous ingérez des données en temps réel et que vous les stockez dans une base, après, il faut attendre que les données soient stockées pour ensuite aller les requêter sur la base et ensuite les restituer. Et là, vous n'êtes plus en temps réel, vous êtes en général sur l'ordre de la minute, donc temps réel à la minute, on va dire. Là où nous, on a une technologie qui permet, en fait, entre le moment où une métrique est disponible dans un système, de la voir sur votre dashboard en moins de 3 secondes. 3 secondes, c'est le maximum, c'est notre SLA qu'on va dire. En moyenne, au bout d'une seconde, vous l'avez directement sur votre dashboard. Ce qui permet, en fait, d'avoir beaucoup plus de réactivité et de pouvoir gérer toute sa partie automatique plus simplement, puisque ça veut dire que là, au lieu de pinguer quelqu'un qui est potentiellement en train de dormir et qui est d'astreinte et lui dire tiens, il faut que tu travailles pour régler le problème que Alexandre a joyeusement déployé. Je ne dors jamais. D'accord. Au lieu de le pinguer pendant qu'il ne dort jamais, vous pouvez tout simplement résoudre automatiquement et puis après vous pouvez faire votre troubleshooting tranquillement. Bon, ok, ça c'est plutôt top. Très bien. Par contre, on en parlait juste avant aussi. Moi, les métiers, le dashboard que tu m'as montré tout à l'heure, avec des trucs qui partent dans tous les sens, des métriques techniques, des conteneurs, oui. Ils ne savent pas ce que c'est. Un conteneur, c'est sur un bateau, c'est pas sur une application. C'est vrai. Donc, est-ce que tu as quand même des choses un petit peu plus haut niveau qu'on peut montrer à notre management? Ouais, je ferai écho à ce que fait Romuald, quasiment 24 heures sur 24. C'est des tableaux de bord. Et effectivement, on peut faire des tableaux de bord orientés métier. Je rejoins tout à fait ce qui a été dit dans les sessions d'avant par Cher et par tout le monde. Et ce qui va même être dit encore cet après-midi, je crois qu'on en parle dans la session de Zabbix plus tard, c'est cette partie métier qu'on peut tout à fait faire avec Splunk. D'ailleurs, tu dois avoir un exemple de dashboard avec soit des métriques plutôt infrastructure, et puis derrière, on va plutôt parler de business performance. C'est ce qu'on est en train de faire avec le 3e plus gros groupe automobile mondial, où on va superviser l'entièreté du parcours utilisateur lorsqu'on va acheter une voiture en ligne. La stratégie, c'est de dire maintenant les utilisateurs, ils vont plus dans les concessions, les clients, ils vont plus dans les concessions, ils vont configurer leur voiture sur le portail web et ils vont la commander directement. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour voir à la fois le ressenti utilisateur quand ils sont sur le site? Comment est-ce qu'on fait pour voir est-ce que la voiture est en stock? Est-ce que c'est une configuration spécifique? Est-ce que toutes les options sont disponibles? Est-ce qu'il y a une erreur sur ce parcours utilisateur? Jusqu'au Salesforce qui va permettre aussi de gérer la partie financement. Est-ce que l'utilisateur paye en cash ou est-ce qu'il est obligé de prendre un prêt? Toute cette partie-là, il faut la superviser. Et puis après, on va encore plus loin sur la partie production de la voiture. Est-ce que l'usine est capable de délivrer la voiture dans les temps? Ok, donc ça veut dire que là, tu as des KPI qui sont techniques. Techniques, par exemple, et puis transcrits en impact business sur le dessus. Donc on pourrait voir, par exemple, sur un site type, justement, pour commander sa voiture, est-ce que j'ai un revenu qui est à risque? Il y a combien de voitures actuellement qui sont dans le panier, entre guillemets, des utilisateurs en global? Et combien est-ce que ça représente de revenus? Et puis quand on voit après l'impact des performances du site, comment est-ce que ça se transcrit sur l'impact business et combien de revenus potentiellement est-ce qu'on a perdu? Ok, très bien. Par contre, juste une question, c'est que moi j'ai pas mal d'outils de monitoring qui sont déjà en place. J'ai pas que du Splunk, donc ça veut dire que je dois
tout remplacer par du Splunk pour avoir cette vue-là, quoi. Non, pas du tout. Évidemment qu'il y a d'autres investissements qui ont été faits dans toutes les DSI. Donc Splunk n'est jamais 100% de la solution, mais c'est toujours une partie de la solution. Et l'avantage, c'est qu'avec cette mécanique, on va appeler d'hypervision, même si le terme est un peu flou pour beaucoup, cette mécanique d'avoir un chapeau au-dessus, ça permet en fait de récupérer des données de toutes les autres solutions. Donc exactement comme décrivait Cher, c'est de se dire, à ce moment-là, on a plein de solutions existantes, on peut les envoyer vers un Splunk, et derrière avoir des KPI qui viennent de toutes les solutions sur un périmètre précis. Donc on a ça par exemple dans les phases de migration, on est en train de faire une migration cloud chez vous, tu le sais, et donc toute la partie legacy remonte dans du Splunk, et puis toute la partie cloud native microservice, on va aussi le faire avec la partie observabilité, et tout ça va être à la fin dans le même dashboard. Ok, bon bah nickel. Donc après les métiers, comme on a dit tout à l'heure, les métiers ils payent aussi, et c'est un peu le souci. Aujourd'hui, je te le répète, on est sur la Cyber Week, donc en fait je vais avoir pas mal de nouveaux conteneurs qui vont démarrer, pas mal de nouvelles notes. Avec l'autoscaling et tout, ouais, t'es pas... Voilà, et le problème c'est que moi j'ai une licence avec un nombre de hosts, un nombre de conteneurs. Comment ça va se passer cette semaine? Est-ce que je vais avoir une petite facture sous le sapin? Ce genre de choses? Écoute, promis, je ne te ferai pas cet affront. On a la capacité, et d'ailleurs c'est comme ça qu'on fonctionne quand on fait du business entre guillemets avec nos clients, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut avantager au mieux, y compris d'un point de vue qui est le plus important pour beaucoup, c'est-à-dire un point de vue pognon. Et donc comment on fait? C'est simple, on va regarder en fait ta stack existante, et puis sur la période du mois, on va simplement regarder combien de ressources en moyenne tu as. Et si tu as des pics, on s'en fout. C'est pas plus compliqué que ça. On va regarder plutôt combien tu es de moyenne sur tout le mois. Et c'est ça qui va me servir pour ta licence. Donc ma semaine potentiellement peut être lissée sur tout le mois. Ta semaine est lissée sur tout le mois. Donc là, tout ta Cyber Week, en fait, quand tu vas avoir tes pics, en fait, tu paieras jamais le pic. Tout ce que tu vas regarder, c'est ta moyenne. Il n'y a pas de facture surprise. C'est prédictif. Vous pouvez contrôler aussi. C'est-à-dire que si vous voulez mettre des quotas d'utilisation de licence, vous pouvez le faire. Mais pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on veut que l'utilisation ne soit pas punitive. Rien de pire que d'avoir à appeler un commercial pour débloquer 2 licences parce que vous voulez faire un test en pré-prod. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vous dit, vous voulez faire des tests, allez-y. De toute façon, à moins que vous soyez à plus de 1000% sur un an d'utilisation de licence, normalement on vous laisse à peu près tranquille. Donc tu n'auras pas de soucis, même si tu as des gros pics, c'est pas très grave. On a un client, c'est un éditeur de jeux vidéo basé à Tel Aviv. Eux, ils ont une production qui double quand ils font leur release, c'est-à-dire qu'ils ont la nouvelle version qui pop, et après ils vont lentement décommissionner l'ancienne. Ça veut dire que pendant quelques heures, ils ont 2 fois leur capacité de licence. Ils ne payent pas 2 fois leur capacité de production. Ils ont qu'un seul pool de licence pour une seule prod. Ok, ça me va plutôt bien. Et justement, toute cette collecte, parce que là on collecte de la métrique, on a vu des logs aussi. On collecte pas mal de choses, ouais. On a vu des traces aussi, justement, les traces négatives sans sampling. Ma question c'est, comment vous la collectez? Je suppose qu'il y a un agent Splunk qu'on doit installer. Moi le problème c'est que j'ai pas envie d'être marié avec Splunk. Vu déjà comment tu te comportes, j'ai pas trop. On ne sait jamais comment ça va se passer. Donc comment ça se passe si dans un an je veux tout refourguer et passer chez un autre? Comment ça se passe avec l'agence Splunk? J'en fais quoi? Tu peux, mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas d'agence Splunk. Sur la partie observabilité, on a fait on a une posture qui est pas commune, c'est qu'on se base uniquement sur OpenTelemetry. Donc ça veut dire que vous êtes compatible donc avec l'OpenTelemetry. On pas peut avoir un autre agent Splunk et l'envoyer vers OpenTelemetry. Non, et ça c'est intéressant parce que c'est une confusion qui existe beaucoup sur le marché, c'est la notion de support et tout le monde met un peu ce qu'on veut dedans. Nous, on va vraiment dire OpenTelemetry, c'est notre méthode native de collecte de données. Ce qui veut dire que on a... ouais, tu pouvais revenir sur celle d'avant, je vais en parler après. Ok. On a en fait le collecteur et le standard OpenTelemetry qui est utilisé comme méthode native de collecte de data. Donc métrique, trace, log, vous installez OpenTelemetry et c'est envoyé vers Splunk. On fait ça depuis longtemps. Ça permet effectivement pour toi de te dire que si tu veux changer de back-end dans 2 ans, 3 ans, tu peux simplement... peut-être avant même. Tu peux changer l'aiguillage et tu peux l'envoyer vers autre chose. Et donc c'est important, il ne faut pas confondre utiliser OpenTelemetry nativement et supporter OpenTelemetry. Pourquoi? Parce que si on le supporte, potentiellement vous avez des features de votre solution qui ne vont pas être disponibles parce que vous n'utilisez pas la technologie propriétaire. Et encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est un choix.
quand vous êtes une solution et que vous avez passé des années à développer un agent pour qu'il soit le plus performant possible ou qui corresponde le mieux à ce que vous voulez faire dans votre solution, forcément, vous n'avez pas forcément envie de ensuite dire utiliser OpenTelemetry. Il y a des investissements qui ont été faits, comme dans toute DSI, donc il faut les rentabiliser. Donc nous, on n'a pas d'agent Splunk propriétaire pour l'observabilité, tu n'auras que OpenTelemetry. Ok. Et donc je sais qu'il y a beaucoup de... vu que c'est open source, il doit y avoir, je suppose, des contributeurs. Il y a beaucoup de contributeurs, effectivement. Et savoir justement Splunk où vous vous positionnez dans ces contributeurs-là. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que le projet OpenTelemetry, c'est un effort collectif. Une contribution ne vaut pas plus qu'une autre. C'est vraiment un effort de beaucoup de sociétés. Là où nous, on a un petit avantage dans le sens où notre produit colle parfaitement, c'est aussi parce qu'on a des cofondateurs de OpenTelemetry. D'accord ? Donc on a l'avantage d'avoir Morgan McLean qui faisait déjà partie du comité qui avait établi le contexte W3C, si vous vous souvenez, les contextes de propagation W3C. Il avait déjà fait ça, et ensuite il a cofondé OpenTelemetry, notamment avec une personne qui maintenant est chez Lightstep, qui est une solution de tracing aussi. Et donc, aujourd'hui, grâce à tout ça, on est aujourd'hui le principal contributeur à OpenTelemetry, loin devant. Encore une fois, c'est pas pour dire on est mieux que les autres, c'est juste pour montrer notre investissement de Splunk. Puisqu'une question qu'on va nous poser, c'est vous êtes sympa, mais pourquoi est-ce que vous vous mettez à fond dans l'open source si derrière c'est pour me vendre une solution propriétaire ? Pour montrer notre investissement et que ce n'est pas de l'hypocrisie, on vous montre qu'on contribue activement à ce projet et que c'est vraiment notre stratégie dans le futur d'utiliser que de l'OpenTelemetry. Bon, écoute, ça me va bien. Ça te va bien ? J'ai toutes mes réponses. Toutes tes réponses, ouais, on va peut-être pouvoir continuer à travailler ensemble. Ce que je te conseille, c'est que si tu veux mieux gérer tes conteneurs, il y a une chaîne YouTube d'un gars qui s'appelle Xavki et qui t'expliquera comment faire. Allez, okay, ça marche. Ça marche. Donc ça, on l'a déjà vu. Hein. Voilà. Ah oui, d'ailleurs, une petite stat. Justement, tu parlais de l'OpenTelemetry, c'est vrai que c'est plutôt pas mal parce que Gartner, que vous connaissez tous, justement prédit que en 2025, c'est dans très peu de temps, 70% des applications cloud natives seront monitorées avec de l'open source. Donc, je pense qu'avec Splunk, on a fait et sur le marché bon français, choix du futur. Le choix du futur, exactement. Et sur le marché français, ça se voit déjà. Les gros industriels français font déjà le pari d'OpenTelemetry. Vous avez des contributeurs au projet OpenTelemetry qui font partie des DSI. Et on a aujourd'hui des demandes qui viennent de partout, justement parce qu'on a ce support natif. C'est ça. Et on a des gens aussi qui ont déjà commencé à collecter de la métrique de traces et des logs avec de l'OpenTelemetry et qui du coup sont très satisfaits de pouvoir l'envoyer directement sur du Splunk sans avoir rien du tout à faire différemment. Changer, ouais. Et le back-end Splunk peut le recevoir sans aucun problème. Et je rajouterais que c'est aussi complémentaire avec d'autres projets open source, typiquement eBPF. On a donné au projet OpenTelemetry il n'y a pas si longtemps sur le répertoire Contrib la mécanique qui permet de déployer OpenTelemetry avec l'agent eBPF et de faire du coup de la partie réseau sur des clusters cubes, juste en déployant une fois un chart Helm avec Hotel dessus. Ouais, exactement. Voilà. Et donc j'étais pas complètement chez Splunk T-Shirt Company, mais on est tous les deux spécialistes observabilité chez Splunk. Donc au plaisir de vous reparler et d'ailleurs de répondre à vos questions si vous en avez. Ouais, n'hésitez pas. Oui. Une question, c'était du coup, si on fait de la supervision, du coup, on ne fait pas de, si vous avez dit, on toutes les traces, quoi. Pas de sampling, dans la signature. Vous avez des ABAC sur le stockage des données, parce que nous, on commence justement à faire de l'OpenTelemetry chez nous. On est en train de regarder justement l'explosion des traces, quoi, parce que si on les prend toutes, du coup, je pense que ça fait vite énorme. Alors l'avantage, c'est que c'est pas ce qui coûte le plus cher, le stockage dans le cloud. Alors on est quand même le premier combienième au niveau de stockage d'utilisation AWS, le troisième du monde ou ok. On est la troisième plus grosse. Le premier troisième donc. On est le premier troisième en termes d'utilisation AWS, mais c'est pas pour le stockage. Donc effectivement, c'est une question qui revient assez souvent, mais on n'est pas du tout sur des prix exorbitants juste parce que c'est du stockage. C'est pas ça qui coûte le plus cher. Aujourd'hui, stocker des gigas de données, c'est anecdotique. Et puis sur le modèle Splunk Observabilité, déjà, c'est une solution qui est uniquement en SaaS, donc vous n'avez pas à vous soucier de ça. Et on va plutôt travailler sur, par exemple, un nombre de hosts ou un nombre de conteneurs. Donc que vous ayez, on va dire, une trace par host ou 3 milliards, vous paierez le même prix au niveau de la licence. Donc,
que du coup, si c'est uniquement en SaaS, on a la possibilité de choisir les régions où est-ce qu'il est hébergé, etc. Ouais, absolument. Région et AWS ou GCP. Ok. On peut le laisser en Europe. Ouais, aucun problème, ouais. On peut le laisser en Europe. Attendez, il y avait juste le monsieur avant vous. Allez-y. Alors là, parler de proposer le service en mode SaaS, c'est très bien. Mais quand on a encore des clients, comme des clients bancaires, Mhm. ils hésitent toujours d'aller vers du cloud. Ils veulent des plateformes en premise. Qu'est-ce que vous leur conseillez, qu'est-ce que vous leur proposez dans ce cas-là, effectivement, en répondant à cette question de problématique de stockage? Alors, comme vous l'avez dit, la solution étant uniquement en SaaS, s'ils veulent faire quelque chose avec Splunk, ce ne sera pas sur cette partie-là. On a des possibilités d'utiliser la plateforme historique de Splunk qui s'appelle Splunk Enterprise, qu'on peut déployer on-premise, et on peut utiliser des données OpenTelemetry dedans. Tout dépend vraiment de ce qu'ils veulent faire. Mais nous, on a une volonté, c'est de faire que du SaaS. La raison est que l'architecture est tellement compliquée que c'est impossible à manager pour une entreprise lambda. C'est la partie observabilité. Il y a tellement d'optimisation et de brevets que si je vous la donne à gérer, déjà le diagramme d'architecture, il fait le mur complet. La version simplifiée fait la moitié du mur et la version encore plus simplifiée vous donne mal au crâne. Donc en fait, c'est juste pas maintenable. Donc nous, on n'a aucun intérêt à le proposer on-premise si c'est pour que ça devienne une usine à gaz qui vous coûte 50 ETP à chaque fois. Donc pour cette partie purement observabilité, on va plutôt dire, à ce moment-là, on va discuter sur qu'est-ce qui bloque dans le SaaS et comment est-ce qu'on peut mettre en place des choses qui vont faire sauter les leviers, ou du moins ce qui va poser problème. Pour information, c'est déjà des discussions qu'on a avec les banques. Donc on a des banques qui changent déjà d'avis. Il y en a quelques-unes, pas toutes, évidemment. Et après, évidemment, avec OpenTelemetry, vous avez aussi cette capacité à filtrer en amont les données que vous allez envoyer dans le cloud. Donc on a quand même des informations sensibles qui vont être simplement masquées. Et du coup, ça fait que ce qui va vous servir dans une démarche observabilité, vous pouvez l'envoyer dans une stack observabilité dans le cloud. Et ce qui va servir pour le métier où là vous avez des informations sensibles, vous pouvez l'envoyer vers une stack qui va communiquer on-premise potentiellement. Mais effectivement, c'est des discussions qu'on a toutes les semaines. Et d'ailleurs, on a l'exemple du ministère de la Défense espagnol qui utilise notre solution SaaS. Donc pour vous dire qu'au niveau sécurité, normalement. Et Ouais. justement, ils utilisent l'OpenTelemetry pour filtrer avant d'envoyer la donnée dans le SaaS. Monsieur, et après, je vous ai vu. Oui, moi c'était une question autour de l'OpenTelemetry. Oui. C'est un projet jeune, on va dire, bien appuyé par le CNCF. Mais par exemple, la partie log, il y avait un GA depuis pas très longtemps. Comment vous allez faire pour arriver à suivre l'avancement? Ouais. Je sais que vous êtes des gros contributeurs, il y en a d'autres. Je n'ai pas vu quelques personnes encore de cette société, mais je sais qu'on travaillait dessus sur la normalisation des noms, etc. Ouais. Je ne vais pas le nommer. Voilà. Comment vous allez faire pour suivre tout ça et quel est l'impact chez les clients? Parce que de ce que j'ai compris, c'est que l'agent ou le contrôleur OpenTelemetry, c'est plutôt on-premise. Et donc, il faut qu'il suive lui aussi la roadmap d'un produit open source qui n'est pas piloté par Splunk. Oui, absolument. Alors, l'avantage d'être contributeur, c'est aussi qu'on est dans tous les comités de réalisation. Il y a d'autres contributeurs, Elastic en fait partie aussi, par exemple, puisque je vois le hoodie Elastic, il y a d'autres contributeurs également, et donc c'est un travail commun. Par exemple, Elastic a donné pour la partie log le CS, ce qui est hyper important, ce qui veut dire que nous, on va le supporter en fait nativement. Vu qu'on utilise ça comme méthode de collecte native, on se doit en fait d'être ISO périmètre à chaque fois. Donc nous, nos ressources ingénieurs, sont impliqués à la fois dans OpenTelemetry et dans le développement de Splunk. Donc comme pour nous, ça se comporte comme un agent comme s'il nous appartenait, notre roadmap elle est forcément alignée avec toute la roadmap OpenTelemetry qu'on va établir en comité. Le collecteur OpenTelemetry, il est déployé on-premise, mais il est déployé en fait sur les ressources qu'on va superviser. Donc le collecteur OpenTelemetry, quand vous avez juste ça à déployer sur une machine, après vous pouvez instrumenter votre application avec des librairies de tracing. On en parlera avec Grafana et Abdelkrim plus tard. Mais l'idée, c'est que le collecteur OpenTelemetry a sa propre version, donc vous pouvez vous-même gérer le versionning du collecteur. En général, ce qu'on essaye de faire, et c'est quelque chose que je pousse depuis longtemps, c'est pas une solution d'observabilité de forcer le client à s'adapter à lui, mais c'est plutôt l'inverse.
Et donc l'avantage d'OpenTelemetry, c'est que OpenTelemetry va s'adapter à vos mécaniques de fonctionnement. C'est pour ça que quand on nous dit comment est-ce que vous faites pour déployer massivement, je vais répondre comment est-ce que vous faites pour déployer massivement. Et ensuite, on va faire exactement comme vous avez l'habitude de faire. Alors, on peut fournir des conseils, on peut fournir du chef, du Ansible ou de la méthodologie. Si vous parlez avec Ochi, avec Phenesis ou d'autres, ils vont pouvoir vous accompagner là-dessus. Mais l'idée, c'est plutôt de s'adapter aux clients plutôt que l'inverse. Donc sur la partie versionning, là-dessus, c'est pas vraiment un sujet. En général, on s'adapte avec les clients et eux, ils ont leur propre méthodologie. Il y en a qui prennent des risques et qui mettent la dernière version en automatique dans leur lambda, par exemple. Et puis, il y en a qui prennent moins de risques et qui mettent une version fixe qu'ils vont intégrer dans leur CI/CD et donc ils vont faire des tests unitaires à chaque fois. C'est un peu selon ce qui est préféré. Monsieur. Et GCP. Azure, c'est prévu, c'est dans les tuyaux. On n'a pas de date, parce que Azure, c'est une demande qui est très franco-française. On a plus de demandes avec AWS et GCP dans le reste du monde qu'avec Azure. Mais la France étant un pays important pour Splunk, c'est quelque chose qui est prévu. On a déjà eu des demandes. Maintenant, je ne peux pas vous dire quand est-ce que ce sera déployé. Ça serait l'idéal. Ouais, absolument. Alors, les juridictions, alors tout ce qui va être FedRAMP, Azure Gov, ce genre de choses, c'est déjà assez complexe. Mais effectivement, c'est ce genre de sujet qu'on regarde aussi, parce qu'on a des entités gouvernementales déjà aux États-Unis qui nous ont demandé ce genre de choses. Et ensuite, en France, ça vient aussi. Historiquement, on préfère Azure en France. Je ne sais pas pourquoi, mais on a pas mal de demandes. Donc c'est prévu. Maintenant, vous dire quand, j'en ai pas la moindre idée. Est-ce qu'on a toutes les tailles en t-shirt? Non. Non, en fait, c'était le Black Friday la semaine dernière, donc on n'a plus grand-chose. Il nous reste L et M. Mais on en a sur le stand, vous pouvez passer, on a des t-shirts. Et après, on peut découper 2 M et tenter un truc. Mais après, si vous voulez, on vous invite au petit déjeuner observabilité qui se situe le quand 5 décembre. 5 décembre, c'est à Montolon, à côté de Cadet, donc pas très loin. Dans le 9e, ouais. Dans le 9e, et vous aurez le petit déj gratos et des t-shirts à votre taille. C'est envisageable? Allez, voilà. Yes. Je rajoute le déjeuner. Il faut refaire le stock alors. D'autres questions? Ouais. Parce que voilà, chez les clients, souvent on va retrouver des équipes plus sec qui vont utiliser la partie log. C'est quoi l'approche que vous préconisez par rapport à ça? Donc quand est-ce par exemple on va faire ingérer les logs plutôt sur la partie enterprise ou alors on va rester Ouais, en fait, ce qui va se passer, c'est que la partie log va se faire en effet par la plateforme Splunk historique, on va dire, enterprise ou même cloud. Mais on va pouvoir réutiliser les logs nécessaires plutôt à du troubleshooting, comme on voyait tout à l'heure, avec une intégration qui va pouvoir envoyer ces logs vers la suite observabilité. Et à l'inverse, pour faire des vues un petit peu plus, comme on a vu tout à l'heure, KPI, métier, etc., là, on va pouvoir, avec un add-on, aller récupérer les métriques de la partie observabilité qui nous intéresse, un temps de réponse, une satisfaction client, etc., et pouvoir les ajouter dans un dashboard Splunk Enterprise. Donc en fait, entre log et métrique, les deux peuvent... C'est ça. Donc ça, c'est les deux premières choses. Et aujourd'hui, parce qu'on a beaucoup de clients qui collectent déjà les logs, par exemple, avec un Universal Forwarder, on a un technical add-on OpenTelemetry qui peut s'ajouter sur ce Universal Forwarder et donc permettre d'avoir les logs, de ne pas refaire toute la configuration si les logs sont déjà pris par Universal Forwarder, et en plus d'aller avec l'add-on OpenTelemetry collecter des métriques et les traces sur un serveur applicatif. Donc comme ça vous permet d'utiliser ce qui est déjà en place et en plus d'aller ajouter des métriques, des traces et d'avoir le contexte qui va être gardé vu que voilà, c'est le même agent au final qui... Il faut voir la partie observabilité comme une brique de Lego en plus qu'on rajoute sur la stack existante. C'est aussi simple que ça. Ça fonctionne dans les deux sens. Si vous voulez voir des Lego, vous avez un très beau stand de Squared Up qui fait une démo avec des Lego. Je vous invite à y aller, ça a l'air génial. Merci beaucoup à l'équipe Splunk. Merci à vous. Alexandre et Merci beaucoup. Ouais.
Alors, nous allons donner la parole à Abdelkarim. Ensuite, nous allons prendre la pause et puis on revient pour écouter la présentation de Alain Gabouche. Je pense qu'il est déjà allumé. Alors, Ouais, ça tient pas ouf. Tiens.